tous, c'est Xav pour ma chaîne NeoProDFX. Alors on se retrouve pour la partie 2 de présentation de l'AlphaWise V30 Pro. J'ai fait une première partie, que je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Dans la partie 1, j'ai procédé au montage, enfin l'assemblage, je vous ai présenté la carte mère, la partie électronique, tout ça. Je vous ai montré l'écran, je vous ai montré également l'extrudeur que j'ai entièrement démonté, que je vous ai montré intégralement. J'ai également monté une petite chaussette en coton avec du Kapton. Ça, je vous l'ai présenté dans la partie 1, je vous ai expliqué à quoi ça servait. Donc, dans la partie 2, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des avantages de cette machine. Elle a imprimé pas mal d'heures, je pense que j'y ai fait à peu près 800 heures depuis que je l'ai. En un mois, là, j'y ai fait passer 800 heures. Elle a imprimé beaucoup de pièces. Deuxièmement, ensuite, je vais parler de tout ce qui est points négatifs que j'ai relevés. Alors, il y a des points positifs, il y en a beaucoup, mais il y a des points négatifs qui sont peut-être minimes, mais qui ne m'ont pas plu. Comme je vous disais, dans la partie 1, en fait, vous avez dû voir sur l'écran, il y avait un trait jaune en plein milieu. Ce trait jaune, c'était l'écran tout simplement qui était défectueux. En fait, quand je l'ai reçu, moi, sur le carton, vous voyez bien qu'il y avait un coup, enfin, il y avait carrément un coup à cet endroit-là, en fait. Il y avait la mousse qui protégeait, peut-être, mais la mousse était épaisse à peu près de 0,5 cm. Ce qui veut dire que ce n'était que dalle. Et moi, le carton, il était endommagé à cet endroit-là, ce qui fait qu'à mon avis, l'écran, il a dû prendre une bonne châtaigne. Et du coup, un écran LCD, ça supporte pas vraiment les chocs. Si on appuie trop fort, au bout d'un moment, ça va les esquinter. Même s'il y a une petite dalle en plexi qui sert de dalle capacitive, c'est elle qui permet de détecter l'appui du doigt, en fait. Parce qu'il y a une dalle par-dessus et il y a l'écran en dessous. Et le choc a dû vraiment endommager tout ce qui était... il a vraiment endommagé la dalle LCD, quoi. Donc du coup, AlphaWise, ils m'ont contacté, alors je vous l'avais expliqué, ils m'ont contacté dans la partie 1 en me disant qu'il fallait que j'enlève la vidéo et que je refasse une vidéo avec un écran et que je leur envoie celui-là. Je leur ai dit non, je procède pas comme ça, moi je préfère vous parler du souci que j'ai eu, que vous avez vu dans la partie 1 du coup, parce que si jamais vous l'avez, le souci, vous saurez ce que c'est. Donc AlphaWise, qui au final maintenant appartient également à Longueur 3D, qui font aussi des imprimantes résine. Ouais, maintenant c'est AlphaWise, mais c'est Longueur 3D. Donc du coup, ils m'ont contacté et ils m'ont dit, on va vous renvoyer un écran du coup. Donc ils m'ont renvoyé l'écran, ça a mis 3 semaines presque à arriver. L'autre écran ne gênait pas à imprimer. Il gênait pas. Il y avait quand même, je me suis rendu compte que celui-là, il est beaucoup plus réactif que l'autre quand même. La dalle qui permet de détecter le tactile fonctionnait beaucoup moins bien. Du coup, je pense qu'elle avait dû quand même prendre un choc. Ça avait bien dû endommager les cellules, je pense. Il y a une petite grille, on voit clairement qu'il y a une petite grille qui se situe sur la dalle. Et je pense que ça a bien dû l'endommager. Celle-ci est beaucoup plus réactive. L'écran, il est super simple à changer. Vous avez juste une nappe à brancher avec 4 fils. Vous défaites les 4 vis si jamais vous avez ce souci-là, et voilà quoi. Donc moi, ça m'a quand même pas empêché d'imprimer. Après, une autre chose que j'avais relevée, bon ça fait partie des points négatifs. Le point négatif que je trouve dommage au final, c'est d'avoir un grand écran et qui n'a pas de port USB. Pour mettre une clé USB. Je trouve que ça aurait été super intéressant d'avoir une clé USB. Au final, quand on voit que le port SD, micro SD, est carrément à l'arrière. Il est quand même assez chaotique d'y accéder si la machine est contre un mur ou que vous avez un caisson fermé, par exemple. Également, ce que j'aurais relevé comme chose intéressante, ça aurait été intéressant d'avoir le Wi-Fi sur une machine dite pro. Ça, c'est dommage. Et après, si AlphaWise ou Longueur 3D, vous regardez ma vidéo, je pense que ça peut être une chose intéressante à apporter. Il n'y a pas des masses de choses à apporter. Au final, l'écran, il est quasiment... il est évolutif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. Ils ont partagé le code source de l'écran. Il est entièrement personnalisable. C'est tout à base d'images. Il y a un logiciel qui permet de contrôler, de fabriquer sa propre interface. Si jamais vous achetez cet écran séparément, vous en trouverez sur AliExpress. Je vous mettrai la référence de cet écran si ça vous intéresse. De toute façon, je vous ferai un tutoriel, parce que moi j'ai relevé qu'au final, on pouvait rajouter des boutons. Et il y a des boutons que j'aimerais rajouter sur cet écran qui ne sont pas d'origine dessus. Je modifierai le code source, et j'apporterai mon petit truc, et je le partagerai avec la communauté open source, bien sûr. Mais du coup, cet écran est entièrement personnalisable. C'est tout à base d'images avec des zones qui sont cliquables, qui sont adressées avec des clics. Et toutes ces zones, en fait, c'est des G-codes. Chaque bouton a un G-code attitré, quoi. On a GX machin avec des coordonnées quand on appuie sur +10 ou des trucs comme ça, voilà. C'est tout à base de G-code. C'est entièrement personnalisable, ils ont partagé le code source, et le logiciel, moi je l'avais déjà trouvé avant, parce que j'avais cherché les infos sur cet écran, parce qu'il est aussi également sur la CR10S Pro, si je dis pas de bêtises, c'est exactement le même écran. Et le logiciel, c'est le même, vous pouvez personnaliser entièrement l'interface. Donc moi je vais commencer à potasser sur ce logiciel, je vais apprendre à m'en servir, et je pense que créer des petites interfaces, ça peut être sympa. Après, vous avez juste à la téléverser via le micro SD qui est derrière. Sur cet écran, il y a un petit port micro SD. Vous mettez le fichier hexadécimal dessus, vous rentrez la carte micro SD, et ça flash le firmware automatiquement. Ça marche un peu comme Smoothie. C'est à base de code qu'on met sur la clé et que ça télécharge automatiquement. Voilà.
Donc ça, c'est mon côté positif que je trouve bien, c'est qu'au final, ils ont partagé tout. Le firmware également est ouvert. Il y a un firmware Marlin 1.1.9 qui est également entièrement personnalisable. Il est entièrement ouvert, vous pouvez le téléverser. Vous avez le fichier hexadécimal si vous voulez pas vous embêter, hein, vous le téléversez avec Cura. Mais vous avez également le fichier complet avec le config.h, le config advance, tout ce qui est pin, tout ça, vous pouvez tout modifier. Si jamais vous changez votre extrudeur, par exemple votre TEN, vous changez votre partie extrudeur derrière, par exemple pour mettre... moi d'ailleurs je vais revenir là-dessus. J'ai reçu de chez Banggood, hein, j'avais reçu des... Enfin pas chez Banggood, c'est AliExpress qui m'a envoyé ça. Je leur avais demandé, et ils m'ont envoyé, c'est des clones de Bondtech. J'en ai reçu 2, du coup ils m'ont fourni des trucs comme ça, et je vais devoir faire une vidéo dessus, donc du coup bah, ça m'intéresse bien, parce que j'en voulais depuis longtemps, j'avais demandé à Bondtech, ils n'ont pas voulu m'en fournir. Donc j'ai le clone. Franchement, j'ai comparé par rapport à un vrai, j'en avais déjà vu un vrai, et franchement c'est kiff-kiff. Et celui-ci, bah, je vais le monter dessus, et j'en ai un autre qui sera monté sur la Ender 3. Et justement, je vais vous faire le tuto sur le montage de ça, sur la Ender 3 et sur celle-ci en même temps, parce qu'on fera un flashage de firmware. Sur celle-ci, le flashage de firmware, ça va pas être compliqué, on va juste changer les pins, enfin pas les pins, les pas par millimètre, on va changer et on va inverser le sens de rotation du moteur si jamais il est à l'envers. Sur la Ender 3, c'est pareil, il va falloir faire le flashage du bootloader, parce que moi j'ai les premières cartes mères, j'ai pas de version pro, donc les cartes mères d'avant n'avaient pas le bootloader flashé. Donc je vais flasher le bootloader, je vais vous expliquer comment le faire, et je vais vous faire un tuto complet sur ça. Ça, je sais que ça vous intéresse, les tutos complets, donc on va en faire un complet sur justement le montage de ça, sur cette machine et sur la Ender 3. Pourquoi je veux cet extrudeur-là? Parce qu'au final, il a une double dentition hein, qui permet justement d'éviter d'avoir le roulement qui frotte et qu'au bout d'un moment, le roulement, s'il se remplit de saleté, des fois, il arrive qu'il glisse. Et le truc, c'est qu'en fait, on écrase le filament contre la dentition, et si ça force, bah, ça bouffe le filament. Alors qu'avec deux dents, ça entraîne, ça va tirer le fil. Ça va forcément le tirer. On a plus de force et on a quelque chose au final qui nous permet d'éviter les sous-extrusions. Excusez-moi, ça évite les sous-extrusions, ça permet d'avoir un roulement du filament plus fluide, hein, plus constant. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai relevé d'autre? Alors, point intéressant, les TMC 2208, hein, ils fonctionnent très bien, ils font très bien leur job. Elles isolent vraiment bien le bruit hein, de ce côté-là des moteurs, ils sont bien réglés d'origine. Par contre, il y a le ventilateur qui se trouve en dessous. Hein. Lui, là, par contre, il faut un bordel monstre. Et le truc, c'est que comme c'est un 24 volts, si vous voulez mettre un Noctua, par exemple, il va vous falloir un régulateur de tension, qui va vous abaisser la tension à 12 volts. Et là, vous pourrez mettre un Noctua hein, qui fait vraiment plus de bruit, quoi. Bah là, j'en ai pas en stock, enfin j'en ai un Noctua, mais le problème, c'est qu'il est déjà dans ma M18, parce que elle avait un ventilateur qui fout un bordel monstre. Donc, c'est le seul point négatif que je trouve, au final, c'est que on a une machine silencieuse côté motorisation, côté mouvement, tout ça. Hein, les TMC font vraiment leur boulot. Le problème, c'est que le ventilateur, il fout un bordel, donc du coup, on a un bon point d'un côté qui est gâché par le ventilateur. Ça, c'est le truc qui est dommage. Ensuite, un autre truc que j'ai trouvé qu'il faut faire très attention, si jamais elle vous fait des impressions qui sont légèrement inclinées, enfin vous savez, si c'est pas un carré et qu'il est légèrement parallélépipède, ça va venir en fait de la barre du milieu. Elle est fixée avec 4 vis au milieu, mais le problème c'est que ces 4 vis là, si vous vous cognez vraiment fort dans la machine, ça va vous décaler l'axe, ça va vous le faire pivoter en fait sur le point central. Ça, il faut bien serrer les 4 vis, et moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'imprimer 4 petites pattes, hein, des mini équerres, et de les placer, enfin même 2, hein, juste un L comme ça, en 20-40, et vous le fixez de chaque côté dessous pour vraiment que ça va vous renforcer votre structure du milieu qui ne bougera plus. Hein. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'était arrivé. Je m'étais cogné le coude vite fait là-dedans, enfin dans le coin, et le problème c'est que ça me l'a décalé, parce que je me suis quand même cogné assez fort, hein. Enfin je veux dire, il y a eu quand même un choc, et ça me l'a décalé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis une pièce à imprimer, et le lendemain, je me suis rendu compte que ma pièce, elle faisait ça, et d'un seul coup, elle était en mode parallélépipède, quoi. Hein. Et c'est là que je me suis dit, eh ben ouais, en fait, c'est vrai qu'hier, je me suis cogné dedans. Et j'ai bougé à la main le truc, et en final, bah, il s'était desserré avec les vibrations à force. Donc, ce que je vous conseille de vérifier, si jamais vous avez des impressions qui sont légèrement décalées sur le côté, c'est de vérifier votre pied central. Hein, et surtout, de bien imprimer des équerres, ça peut vous servir. Ensuite, ce que j'ai fait, moi, alors, il n'y a pas de... C'est un autre truc que j'ai trouvé dommage. Sur la machine, à ce niveau-là, en fait, vous n'avez pas de T. Hein, vous n'avez pas une barre métallique en forme de T qui est sur certaines machines. J'en ai une sur la... Non, sur la Ender 3, j'en ai pas. Par contre, sur la Gitech, j'en avais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous n'avez pas ça,
vous risquez d'avoir peut-être votre portique qui risque de légèrement bouger. C'est vraiment minime, mais ça se voit quand on arrive en haut. Ça se voit vraiment quand on arrive en haut parce que du coup, le poids, il est tout en haut et ça fait que du coup, ça peut osciller. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est des petites équerres métalliques. Mais ça, vous pouvez soit imprimer une patte, soit imprimer un espèce de L à l'arrière, soit justement fabriquer des équerres. Hein. Vous pouvez les imprimer, mais ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez la possibilité de le faire en métal. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des petites équerres en métal, là, des petites équerres 20 par 20 qui sont faites exprès pour les profiler. Ça me renforce vraiment la structure, et au final, ça bouge vraiment plus. Hein. Juste avec ça, ça me l'a vraiment renforcé assez fort. Et au final, j'ai vu que ça m'avait corrigé quand même des petits défauts sur des pièces qui étaient assez hautes. Mais c'est vraiment minime, mais ça peut être intéressant. Si on fait de l'impression en 0,1 mm, par exemple, ça va pas trop se voir parce que le 0,1 mm, bon, il va peut-être se décaler un tout petit peu. Par contre, si vous faites des impressions en 0,25 ou 0,3, vous allez avoir des couches plus grosses. Et c'est là que vous risquez d'avoir des défauts qui vont vraiment apparaître sur des grosses couches. Parce que si ça se met à bouger à des hauteurs assez importantes, vous allez avoir des endroits où les couches vont commencer à se voir. Enfin, je veux dire, le petit défaut de vibration va se voir. Parce que la couche sera plus grosse. Du coup, bah, vous aurez plus le temps de l'apercevoir, alors que sur des petites couches, ça se voit beaucoup moins. Hein, des fois, les 0,1, ça corrige certains défauts qu'on peut avoir sur des grosses couches. Voilà. Donc, point positif, donc j'ai fait le tour, je pense. Ici, le Bultac. Alors, le Bultac, après, franchement, ouais, j'ai à peu près 800 heures d'impression, hein, parce que d'après ce que j'ai tout imprimé, enfin, j'ai imprimé quand même pas mal de choses. Il y a le R2D2 que vous verrez après, je vais vous en parler. J'ai imprimé des pièces qui sont dessus. Le Bultac d'origine, bah, il a vraiment... Enfin, il encaisse bien, franchement, il est nickel. Il adhère super bien, franchement, j'ai rien à redire. Il adhère aussi bien que le Bultac d'origine, enfin l'original que j'ai, il adhère aussi bien. Ensuite, il ne s'use vraiment pas. Il y a quelques petites traces d'impression là, mais ça, c'est juste parce qu'il faut que je gratte un peu mieux. Il y a encore du plastique qui reste sur certaines impressions. Mais c'est pas le Bultac qui est abîmé en lui-même. Le gros avantage de cette plaque-là, c'est que quand vous la retournez, c'est une plaque de verre. L'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas flexible. Donc du coup, si vous avez une impression qui colle vraiment, vous ne pourrez pas vous amuser à la plier pour faire décoller la pièce. Mais avec une spatule, vous y arrivez. Vous faites un petit choc avec la spatule. Ce que vous faites, c'est qu'avec votre spatule, vous tapez un tout petit peu sur le bord de la pièce. Mais vraiment un tout petit peu. Mais vous visez à plat. Hein. En général, ça arrive à créer un choc qui peut soit décoller la pièce, soit glisser votre spatule dessous et vous permet de commencer à glisser comme si vous étiez en train de décoller, je sais pas, du papier peint ou quelque chose, vous commencez à pouvoir glisser. Mais il faut créer un tout petit choc. Il faut vraiment taper dans le bord de la pièce. Des fois, la pièce, ça arrive carrément à la décoller tellement que la vibration décolle la colle, en fait. Enfin, l'espèce d'effet ventouse. Des fois, juste une vibration, ça suffit. Après, il faut également regarder une chose, c'est qu'il faut attendre que votre impression ait refroidi. Si vous faites ça avec votre impression qui est encore chaude, ça peut soit la déformer, soit l'abîmer, soit justement lui faire une déformation parce qu'elle va faire un choc thermique dessous. Et des fois, sur certains matériaux, ça arrive que quand ils sont très fins, ça arrive à les plier. Et après, vous allez retrouver avec une impression qui sera courbée, quoi. Vous attendez vraiment que la pièce ait refroidi pour vraiment la décoller, quoi. Si jamais vous avez besoin de réimprimer rapidement, bah, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un deuxième plateau, hein, et puis d'imprimer, vous inversez votre plateau, vous l'enlevez, vous mettez l'autre pendant que celui-là il refroidit, et puis voilà, vous faites vos impressions rapidement comme ça. Comme ça, celui-là, le temps qu'il imprime, l'autre refroidit, et vous décollez votre pièce, quoi. Ensuite, alors niveau tenseur de courroie, bon, ils sont banals, hein, je veux dire, il y a 4 vis, vous desserrez, vous tirez un peu, vous resserrez, ça c'est simple. Les moteurs, bon, c'est des bons moteurs, hein, franchement, ils marchent bien. Ensuite, bon, donc les TMC, comme je vous disais, ils sont super bien. Pour moi, ils sont bien réglés d'origine. C'est possible que vous ayez à refaire des réglages des fois. Ensuite, le capteur de filament derrière, il marche pas trop mal, franchement. Il y a eu un moment où j'ai eu mon filament qui s'était terminé. Et il m'a bien prévenu, hein, sur l'écran, il m'a dit filament remplacé. J'ai cliqué, tac, j'ai remis le filament, et il a refait son job, quoi. Hein. J'ai eu ça, alors il y a un détecteur de... Enfin, quand il y a une coupure de courant, ça reprend également. Hein. J'ai testé, il y a eu de l'orage, la dernière fois j'avais fait un direct, il y avait eu de l'orage. Et du coup, bah, ça a repris normalement, ça vous demande si vous voulez finir l'impression, et puis voilà, quoi. Bon, c'est marqué en anglais. L'avantage aussi, c'est que comme l'écran est personnalisable, je pense que moi je vais le traduire en français. Je vais créer ma traduction, j'ai juste à remplacer des images, en fait, et on les met en français. Et l'écran, après, on va le retéléverser, et il sera en français. Ça peut servir sur des personnes qui ont vraiment du mal avec l'anglais, hein, ça arrive, et il faut pas avoir honte de ça. Mais ça peut être intéressant d'avoir un firmware également traduit en français. Hein. Vu que c'est tout à base d'images, c'est vraiment tout à base d'images. En gros, vous allez avoir les mots, température, extrudeur, tout ça, enfin même cool, dur, machin, il va falloir le remplacer par des mots en français, quoi. Sur l'image, hein, il suffit de remplacer, il y a des PSD qui sont fournis, il y a tout à travailler, franchement, il y a moyen de créer une belle interface. On peut même changer les couleurs, si jamais ça vous plaît pas le rouge, vous pouvez créer une interface jaune ou bleue ou quelque chose comme ça, quoi. Et changer vos couleurs. Hein, c'est pareil, vu que maintenant c'est longueur,
Ils ont remplacé, ils ont mis des carénages, là, enfin ils ont fait un truc pas trop mal. Moi ce que je trouve qu'au final je trouverais sympa, ça serait de faire un cache à l'intérieur, enfin à l'avant aussi également de caréner. Enfin bref, je m'éparpille un petit peu, là c'est vraiment si vous voulez améliorer l'esthétique de votre bécane quoi. Hein, mais faire un petit cache à l'avant, je trouverais ça sympa. Comme je vous disais, également les pieds dessous, là, alors ça c'est un autre inconvénient que j'ai trouvé. Les pieds, comme je vous disais, dessous, c'est des petits caches en plastique, mais en plastique dur. Là, j'aurais également bien vu des petits patins en caoutchouc pour atténuer les vibrations de l'imprimante. Ça pourrait être sympa. Moi, ce que je fais du coup, c'est que je mets des tapis de sport que j'achète. Enfin, c'est des trucs de Decathlon, vous trouvez ça à 3 euros. Vous les coupez, vous coupez des bandes qui font à peu près un peu plus large que le pied. Vous faites en général 2 étages. Vous mettez ça et sur des meubles en bois, ça atténue beaucoup le bruit. Parce que le bruit, peut-être que dans la pièce en elle-même, vous ne l'aurez pas. Mais si vous vous trouvez à l'étage en dessous et que vous avez un plancher ou quelque chose comme ça qui fait vraiment caisse de résonance, vous allez vraiment entendre l'imprimante en dessous, même si vous avez des TMC. La vibration va se retranscrire dans le plancher, dans le mur, enfin dans tout ce qui peut être en bois ou résonné. Hein. Et je m'en suis rendu compte que moi, enfin pas sur celle-là, mais j'ai une autre table basse qui est de l'autre côté. Et quand ça touche la table basse, peut-être que dans la pièce on n'entend pas le bruit, mais en dessous vous entendez le vous l'entendez vraiment, une espèce de bourdonnement. Et à la longue, je peux vous dire, ça vous casse les oreilles, vous en avez marre. Donc ensuite, je vais vous faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous représenter l'écran, hein, si ça vous intéresse. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, tout ça. Hein, je vais vous montrer de vraiment près. Ensuite, bon, je vais pas vraiment parler de la bécane. Enfin, je vais pas vous la montrer en mouvement. Enfin, vous l'avez vu dans la partie 1. J'ai pas fait de timelapse parce que, comme vous savez, j'ai plus de mini caméra. Mais je vais recevoir d'autres. Là, j'ai eu sur Banggood, non pas Banggood, Gearbest. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont utilisé mes liens. Enfin, j'ai eu gavé de clics. Franchement, c'est là où j'ai vu qu'au final, Banggood se sont bien foutus de ma gueule. Hein, sur Gearbest, j'ai vraiment un énorme aperçu de tout ce que vous cliquez, des liens d'affiliation et tout ça. J'ai vu qu'il y a eu 5 personnes qui ont utilisé mon lien, qui ont acheté une bécane. Et du coup, moi, j'ai récupéré, on va dire, une commission dessus. Et cette commission-là, je peux la transformer en coupon que je peux utiliser sur Gearbest ou acheter des produits directement chez eux. Et du coup, je l'ai converti et j'ai commandé des mini caméras style GoPro là pour justement pouvoir faire des timelapses et vous faire des vidéos plus qualitatives. J'essaie de m'équiper petit à petit. Hein, je m'éparpille pour ceux qui veulent pas trop écouter quand je cause. Vous pouvez passer à la la deuxième partie de la vidéo hein, où je vais parler des objets que j'ai imprimés. Là. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes. Franchement, n'hésitez pas à continuer à cliquer. Même si vous cliquez et que vous achetez pas, ça me génère des clics et ça me crée de l'audience. Comment dire, un pourcentage. Plus j'ai de clics, plus je récupère quelque chose dessus mes clics. Hein. Et justement, les personnes qui cliquent sur mon lien et qui ont acheté après, ça prouve que au final, voilà, mes vidéos servent à quelque chose. Et moi derrière, ça me permet peut-être d'avoir d'autres produits. Voilà. Donc, on va passer à la partie. Je vais vous montrer les pièces que j'ai imprimées. Alors, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Donc, c'est parti pour la partie objet imprimé. Voilà, on se retrouve pour la partie objet imprimé. Alors, comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Alors, vous voyez une énorme, une énorme pièce. Alors, cette pièce est en plusieurs parties. Hein. Il y a 6 parties qui montent, qui sont quand même assez hautes. Hein, c'est vraiment des objets qui sont à 21 cm de hauteur quasiment et qui prennent justement quasiment tout le plateau. Je vous mettrai une photo à côté, vous verrez sur le côté là, pendant que c'était en cours d'impression, hein, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas tout imprimé les 6 sur l'AlphaWise, j'ai imprimé sur mes 3 machines en même temps pour voir, pour gagner du temps. Donc du coup, chaque machine en a imprimé 2 chacun. Déjà, les grosses pièces, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là ni rien. Les pièces sont propres, alors il y en a certaines qui sont un petit peu couvertes de résine pour l'instant, parce que je suis en train de travailler sur le ponçage et tout ça, mais il y a encore du boulot. Toutes les pièces bleues ont été imprimées sur l'AlphaWise U30. Hein, j'ai fait toutes mes pièces bleues là qui sont ici. Franchement, niveau qualité, vous pouvez voir que c'est vraiment propre. Hein, vous allez voir, je sais pas si vous allez voir bien comme il faut, c'est super propre. C'est imprimé sans support ni rien, hein, c'est posé à plat sur le plateau comme ça, et ça a tout imprimé en hauteur. Là, on voit bien de toute façon les stries un petit peu, ça a été imprimé comme ça. Donc toutes les pièces bleues ont été imprimées dessus. Ensuite, déjà là pour vous dire, l'objet c'est un dôme de R2D2. J'ai tout le R2D2 qui est derrière, là, je vous le présenterai plus tard, hein. J'ai d'abord BB8 à vous présenter, à vous montrer le truc entièrement fonctionnel. Tout le projet R2D2 a été sponsorisé par 3D Online, leur filament. Tout le R2D2 est imprimé en filament 3D Online. Ensuite, j'ai d'autres filaments que je vais vous parler et que j'ai imprimé d'autres objets avec, que d'autres marques qui m'ont envoyé. Donc tout le projet R2D2 est entièrement sponsorisé par 3D Online, donc du coup vous pouvez y aller, un super filament, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis un lien dans mes vidéos qui parlent de 3D Online, il y a des liens de parrainage qui vous font gagner 5% à chaque commande. N'hésitez pas à l'utiliser, franchement, ça vous permet de gagner des bons. Moi je m'en sers pas, donc je veux dire, ça me permet quand même d'avoir derrière un retour positif et d'avoir du filament pour faire des projets. Ensuite j'ai imprimé alors, cette grosse pièce là, ça c'est le pied central de R2D2.
alors ça, tout est imprimé sur l'Alpha Wise 30 Pro. Hein, j'ai imprimé tout le pied central. Le gros bloc là, alors le gros bloc il a mis, il a mis pas mal de temps quand même, il a mis je crois 3 jours. Ouais, il est pas plein, hein, il y a un trou quand même au milieu pour gagner en masse. Lui il a mis 3 jours à imprimer. Hein, c'est du 0,2 en hauteur avec l'extrudeur d'origine. Ça c'est pareil, ça a pas mis longtemps. Alors par contre ça c'est les pièces plates qui sont assemblées, ça a pas mis longtemps, franchement ça va super vite à imprimer. Niveau des hauteurs de couche, hein, c'est tout du 0,2 parce que je voulais gagner du temps et au final même en 0,2 on arrive à avoir des pièces assez propres. C'est assez solide, hein, franchement le remplissage, alors là par contre remplissage j'ai mis quand même 40% pour avoir quelque chose d'assez constant et d'avoir un bloc qui tienne vraiment bien. Je vous représenterai tout ça hein, dans le projet RDD2. Le dôme là c'est pareil, je vous le représenterai, vous le verrez de toute façon dans le projet complet. Hein, je vais vous faire une vidéo complète dessus. Hein. Je vais le remettre dessus en attendant pour pas que ça me gêne. Voilà. Donc ensuite, bon alors après il y a eu des petites pièces hein, qui ont été imprimées, j'ai imprimé des petits objets, des petits trucs comme ça. J'ai d'autres petits objets qui m'ont servi pour l'atelier. En fait j'ai des porte-tournevis que j'ai imprimés avec et tout. Mais je vous les montrerai en photo si ça vous intéresse. Mais franchement, il n'y a pas, enfin, je veux dire, il n'y a rien de spécial à dire. Franchement, elle imprime super bien, la machine. Alors, des réglages, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens de mes réglages. J'ai utilisé Slicer et, comment dire, et Cura. Alors, j'ai pas fait beaucoup de choses sur Cura, hein, parce que Cura, je m'en sers très peu. Au final, j'utiliserai Petit, moi, Slicer. Je vous ferai bientôt le tutoriel complet pour savoir faire le réglage. Donc, du coup, j'ai imprimé toutes les petites figurines. Alors, ça, c'est les figurines de Meter Hacker. Ça, c'est mon benchmark à moi. Elle a imprimé nickel, il n'y a pas eu de souci. J'ai eu un tout petit peu de filoche parce que j'avais mis la rétractation un peu légère quand même. Mais elle s'en est très bien sortie, il n'y a pas eu de souci. D'ailleurs, il m'en manque un. Il y en a un qui est là. Aïe, et il en manque deux autres. Je me disais, il me manquait deux autres objets que j'ai imprimés avec. Alors, il y a eu celui-là qui est un tout petit peu plus grand que lui là. Parce que j'aime bien faire mon petit benchmark en plusieurs tailles. Je le fais en petit, pourquoi? Pour voir s'il est capable de faire la section sans la casser. Et ensuite, je le refais en plus grand pour en avoir un de plus. Quoi. C'est juste comme ça, quoi. J'aime bien ces petites figurines. Au final, je suis content de les avoir modélisées. J'ai mon petit benchy là que je vous mettrai. Je vous mettrai une photo à côté en mode macro pour vraiment voir les détails, voir comment ça donne sur toutes les petites figurines là. Elles sont vraiment propres. Il y a eu celle-là. Alors, c'est un jeu vidéo, je sais plus comment ça s'appelle. Little Big Planet, si je ne dis pas de bêtises. Il a une texture qui fait un petit peu laine, en fait, le personnage dans le jeu. Et au final, l'impression, elle l'a super bien faite. Je vous mettrai également en aperçu sur le côté, vous verrez. Elle l'a vraiment bien réussi. Alors, il a imprimé comme ça, hein, pour pouvoir faire les bras sans support. Elle m'a imprimé quelque chose de vraiment nickel. Franchement, je suis super content. Le remplissage est nickel. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est pareil, également, il faut qu'une imprimante soit capable de faire les périmètres, mais il faut également qu'elle soit capable de faire le remplissage sans faire un truc dégueulasse. Parce qu'il est possible que votre imprimante vous fasse des beaux périmètres, qu'à l'extérieur l'objet soit nickel, mais qu'à l'intérieur, mécaniquement parlant, il soit dégueulasse. Et que vous le preniez, vous l'écrasez à la main. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de force à l'intérieur. Ça peut venir des fois d'impression beaucoup trop rapide pour le remplissage intérieur. Hein, si jamais vous mettez par exemple, je sais pas, 50 à l'extérieur sur les périmètres, et qu'à l'intérieur vous mettez un remplissage à 90 mm par seconde, il est possible que des fois votre remplissage n'accroche pas et qu'il soit vraiment dégueulasse. Quoi. Et le problème c'est que votre objet il a besoin de sa structure interne également pour tenir et pour être fort. Et un objet bien construit dans tous les paramètres, c'est-à-dire intérieur, extérieur, périmètre, remplissage, tout ça, c'est super important que tous les paramètres d'impression soient optimales. Hein. Il n'y a pas de genre, si vous ne le voyez pas, si vous vous dites, ah, on ne voit pas le remplissage, je ne vais pas trop y toucher. Non, c'est super important d'avoir des réglages optimales partout. Il faut vraiment que votre structure soit nickel. C'est pareil, il y a des filaments, des PLA qui peuvent être beaux, mais qui sont structurellement fragiles. J'en ai vu qui s'impriment nickel, hein, qui ont des belles apparences et tout ça, mais par contre je les ai trouvés fragiles. Déjà rien que sur la bobine en elle-même, je le trouvais fragile. Alors qu'il y en a d'autres qui se font des impressions un petit peu moyennes, mais par contre qui arrivent à avoir des structures qui sont vraiment solides. C'est pour ça également, il faut tester les filaments, il faut voir ce que vous appréciez. Quoi. Hein. Si vous cherchez juste à faire de l'objet de déco sans avoir une structure forte, mais je préfère quand même avoir un objet fort, moi, c'est comme sur les vases. Si jamais vous faites un vase qui n'est pas étanche, c'est que vos réglages ne sont pas bons. Hein, des fois, voilà quoi. Donc ensuite, j'ai imprimé des boîtes. Hein, c'est juste des boîtes que j'ai modélisées en 3D sur Cinema 4D. Je les ai fait vite fait. Alors le NFX qui est en noir, là, c'est pas de la double impression. Hein, c'est juste que je l'ai colorié au marqueur vite fait. On peut le faire en double impression. Hein, si vous faites une pause et que vous lui demandez d'imprimer juste cette hauteur de couche-là en noir, c'est possible. Hein, vous pouvez faire ces réglages-là, même sur Slicer, vous pouvez faire des pauses. Voilà. Donc après, c'est des boîtes, hein, c'est des trucs tout con. Ils font 2 mm d'épaisseur, mais vous voyez, ils sont super solides, quoi. C'est vraiment costaud. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai à dire alors finalement, j'ai passé le 3D Online, et alors le blanc,
J'ai du blanc qui vient de chez Wanao, hein, c'est Wanao France qui m'ont envoyé du filament à tester, je vous le présenterai dans une vidéo également. Super filament, j'ai eu du blanc et du vert. Je vous le présenterai également parce que j'ai le vert, enfin je vais vous remontrer tout ça dans une vidéo qui sera consacrée uniquement à Wanao. Hein, j'ai ça, j'ai la résine Wanao à vous présenter, j'ai la Wanao D9, mais, enfin la D7. J'ai également eu du filament, alors le noir là c'est du eMake Easy qui m'ont envoyé ça. Ça vient de sur Facebook, j'ai trouvé leur page. Et je crois qu'ils en ont sur Amazon et sur tout ça. Filament premium, un PLA premium, et qui marche super bien. Franchement, il est super propre. Vous le verrez de près, de toute façon, je vais vous les montrer. J'ai été super content. Après, les autres pièces, hein, le rouge, tout ça, là, c'est du rouge pailleté qui vient de chez 3D Online. Et tout le côté R2D2 que j'ai fait, pareil, c'est 3D Online. Les pièces jaunes, tout ça, là, c'est tout chez eux. Donc, ma conclusion sur la Alpha Wise U30. Si je devais lui donner une note sur 5, comme je fais d'habitude, dans ma petite notation, franchement, pour moi, elle a 4,5 sur 5. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne machine. Alors après, la dénomination Pro, pour moi, c'est juste parce qu'elle a un écran tactile et des TMC 2208 d'origine. Hein, c'est juste pour ça qu'ils ont mis ça, à mon avis. J'ai pas la U30 normale, mais je pense que niveau impression, elles vont se rapprocher. Hein. Si la carte mère est la même, vous avez les mêmes réglages, normalement, vous n'avez pas de difficulté à imprimer des pièces identiques. Voilà. Donc ensuite, comme je vous disais, le petit ventilateur de 24 volts qui fait du bruit, c'est le plus gros point noir pour moi. Hein. C'est vraiment le point noir qui fait que la machine perd son côté positif du TMC 2208, puisque ça fait du bruit. Mais après, si vous remplacez, hein, comme je vous disais, par un Noctua avec un petit régulateur de tension qui descend à 12 volts, là vous aurez vraiment une machine qui sera, je pense, vraiment intéressante. Niveau bruit, ça peut être pas mal. Par contre, vous aurez quand même le petit ventilateur d'extrudeur qui peut toujours quand même faire un tout petit peu de soufflerie quand vous le déclenchez. Mais ça reste supportable, franchement. Par rapport à celui qui est en dessous de la bécane, celui-là, il est franchement agaçant. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est sur la plaque et du coup, il y a des petites aérations derrière. Et je pense qu'avec le fait que ça souffle quand même pas mal, ça fait un petit peu de son, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, franchement, la Alpha Wise U30 Pro, je vais vous montrer l'écran maintenant. Vu de près, je vais vous montrer un petit peu comment, enfin, tous les petits paramètres que je peux trouver intéressants dessus. Et franchement, niveau conclusion, pour moi, vous pouvez y aller. Si franchement vous cherchez une bonne bécane, que ce soit la Alpha Wise U30 Pro, que ce soit la Ender 3 ou la Gitek A10, franchement, niveau comparatif, j'ai pas de préférence. Pour moi, elles marchent toutes les trois bien. Enfin, après, quand on a des bons réglages. Pour moi, la plus simple pour moi, ça reste quand même. Ben, ça va vous étonner, mais la Alpha Wise U30 Pro, pour moi, elle est quand même beaucoup plus simple que la Ender 3. Hein. Elle est vraiment plus simple. Enfin, je veux dire, la Ender 3 n'est pas ouverte. Hein. Elle n'est pas ouverte comme on le voudrait, mais ça reste une bonne bécane. Après, franchement, si je devais les classer dans l'ordre, pour moi, le classement, ça serait la première. Pour moi, la première, hein, ça serait la Alpha Wise U30 Pro. Ensuite, je placerai la Ender 3 et en dernier, la Gitek A10. La Gitek A10 est ouverte au niveau carte mère, hein, vous pouvez mettre le firmware, vous pouvez bidouiller, mais le truc que je trouve au final moins bien, c'est que d'origine, les paramètres ne sont pas bons. Hein. D'origine, le firmware, moi, il n'était pas réglé comme il faut, les accélérations étaient beaucoup trop élevées, ce qui fait que ça me décalait des couches, ça me faisait des impressions dégueulasses. Et ça, si quelqu'un il veut débuter et qu'il ne le sait pas, il va s'agacer. Je pense qu'il va s'agacer sur ses réglages avant de comprendre qu'au final, c'est les réglages de la machine d'origine qui sont mal faits. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est comme si vous achetiez une voiture et qu'au final, vous sachiez très bien conduire, mais que la machine, la voiture est très mal réglée. Ce qui fait que du coup, vous allez vous dire, putain merde, déconne. Quoi. Et en fait, non, c'est juste les réglages d'origine qui ne sont pas bons. C'est pareil sur une machine. Si d'origine, ils nous fournissent des machines qui sont mal réglées, le problème, c'est que les gens vont se prendre la tête. Alors que là franchement, l'Alpha Wise 30 Pro, niveau réglage, nickel. Il n'y a pas de souci. Franchement, elle marche nickel. Franchement, vous pouvez y aller. L'Alpha Wise 30 Pro, pour moi, c'est approuvé. NeoProDFX approuve l'Alpha Wise 30 Pro. Vous pouvez y aller. C'est de la très bonne bécane. Maintenant, j'espère que j'aurai d'autres machines à tester, parce que c'était ma dernière que j'ai reçue. Donc du coup, s'il y a d'autres marques qui regardent mes vidéos, que ça vous plaît ce que je fais, que vous aimez mon côté transparent, que j'hésite pas à dire les défauts, et vous donner des conseils également, parce que les marques, ça peut vous servir des conseils. Hein. Le port USB, je vous dis, franchement, si vous pouvez faire des machines avec des ports USB et du Wi-Fi intégré, les gars, franchement, allez-y, hein, c'est ce qu'on cherche. On a besoin de machines autonomes également. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos, et surtout, partagez ma chaîne, likez, faites tout ce que vous avez envie de faire pour me faire connaître, parce que moi j'aime bien faire des vidéos, ça me plaît, même si j'ai encore un petit peu de... Enfin, des fois, je dis beaucoup donc, des trucs comme ça,
Je fais pas de coupure comme tout le monde fait, hein. J'essaie de pas trop non plus faire des trucs comme ça parce que ça me plaît pas. Hein. Peut-être que mes vidéos durent longtemps, peut-être que ça vous plaît pas, mais au final le but c'est d'avoir une conversation avec vous et de vous motiver ou pas à acheter un produit sans que vous ayez pas vu le truc, quoi. C'est pas une publicité que vous regardez, c'est une vidéo sur une machine. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, restez jusqu'à la fin pour regarder la petite présentation de l'écran, les objets là que je vais vous montrer sur le côté, et à bientôt. Voilà, donc on se retrouve pour l'aperçu de l'écran, vous allez voir, il n'y a pas grand chose de spécial à dire dessus, c'est juste un écran tactile, franchement. Vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez régler. Donc vous pouvez accéder à vos fichiers, donc là vous voyez que j'ai des fichiers dessus. Faites pas gaffe, hein, au CO3 là, c'est... En fait, dans mon paramètre de Cura, j'ai pas modifié la Creality Ender 3, j'ai voulu voir si les paramètres fonctionnaient très bien dessus. Et au final, mes paramètres de la Ender 3 fonctionnent très bien sur cette machine-là. Ensuite, donc là, on a le paramètre de filament, hein, ça nous permet de changer. Si vous appuyez sur Unload ou sur Load, ça va vous permettre d'injecter ou de sortir le filament, ça va se mettre à chauffer automatiquement. Et ça va vous permettre de faire votre petit changement de filament. Voilà. Ensuite, on a le leveling. Alors le leveling en 5 points, le point du milieu ne sert à que dalle. C'est vraiment pour vérifier si vous êtes calibré, mais vous n'aurez rien à faire sur le paramètre du milieu. Si jamais vous n'êtes pas bon sur le milieu, malheureusement, ceux du côté, s'ils sont bien réglés, normalement celui du milieu est censé être bien réglé. S'il est mal réglé, c'est que votre plateau, il n'est pas droit, il est creux. Donc en gros, vous allez appuyer sur 1, 2, 3, 4. Vous allez faire votre réglage. Comme je vous disais toujours, l'épaisseur d'une feuille papier pliée. Mais après, ça va dépendre de l'épaisseur du papier et de la qualité du papier. Si c'est du papier 80 grammes ou du 280 grammes, vous n'allez pas avoir la même épaisseur sur le papier. En général, moi je fais au visu. C'est vraiment mon réglage au visu. Ce que je fais, c'est que je fais un réglage primaire avec ma feuille. Et une fois que ce réglage est fait sur mes 4 points, au début de l'impression, je regarde si ma première couche est nickel. Si jamais elle est légèrement trop haute, je règle mes ressorts. En général, j'imprime une espèce de grand cercle. Et c'est là où je peaufine vraiment mon réglage. Hein, si jamais mon grand cercle il est pas bien sur certains côtés, je réajuste ce réglage. Voilà. Si jamais ça ne colle pas, vous rajoutez une toute petite couche de lac sur le bulle tack. Ça lui fera toujours un peu de bien, ça fera une espèce d'effet ventouse et ça lui permet de mieux adhérer. Si jamais par contre vous avez vraiment un problème d'adhérence, ça vient pas de ça, ça vient de vos réglages. Moi ce que je fais c'est que la première couche je la mets à 0,3. Pourquoi? Parce que ma première couche, comme ça, elle sera beaucoup plus épaisse et je serai vraiment sûr que ça écrase quelque chose. Alors que si elle fait 0,1 mm, ça va rien écraser, ça va vraiment faire... c'est là où ça crée des défauts des fois. Vous pouvez mettre votre première couche en 0,3 et tout le reste en 0,1, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ensuite, l'écran. Donc les mouvements, mais ça c'est les mouvements d'axe, hein, vous allez avoir... vous allez bouger votre Y ou votre X, hein, vous voyez. Pareil, là il ne bouge pas le Y, pourquoi? Parce que j'ai pas fait de home, j'ai bougé avant. Donc là il va vous demander OK. Voilà, il va se placer correctement. Et là, à partir du moment où je suis placé, là, je peux bouger. Hein, c'est qu'il ne savait pas où était mon origine. À partir du moment où j'ai démarré la bécane, il pouvait croire que le 0 était n'importe où. Ensuite, le Z, hein, pareil. Bon, là, j'ai pas fait de home non plus, mais vous voyez que le home, franchement, vous appuyez sur home Z, tac, et ça vous fait votre mouvement home Z. Vous voyez que les TMC, franchement, sont super silencieux. Ça fait vraiment pas de bruit, parce que là, ça bouge. On les entend vraiment pas, les TMC. C'est vraiment intéressant. Les moteurs, ça les rend plus souples. Après, c'est pareil, vous pouvez, si jamais vous avez des petites vibrations quand même, vous pouvez imprimer mes petits cylindres blocs en TPU. Elle prend le TPU également. J'avais imprimé une pièce en TPU, mais je sais pas où je l'ai foutu, je la retrouve pas. Mais elle le prend le TPU, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, voilà, on a fait notre home Z. Voilà. Donc ensuite, oui, si jamais vous voulez bouger votre plateau, vous n'oubliez pas de cliquer sur Disable. Hein, ça vous permet de débloquer les moteurs. Parce que si vous appuyez sur Enable, les moteurs sont en force. Hein. Et ça vous évitera de bousiller une courroie ou de faire des conneries. Voilà. Donc ensuite, dans Tune, alors Tune, vous allez avoir les réglages du nozzle, hein, de la buse, le plateau chauffant, le ventilateur d'extrusion, hein, celui qui se trouve ici. Vous allez avoir également le feed rate. Alors le feed rate, c'est les déplacements de la machine. Si jamais vous êtes par exemple à 100 mm par seconde et que vous mettez 100 ici, vous descendez à 80, vous allez descendre de 10%. Hein. Si jamais vous vous rendez compte que vos mouvements sont trop rapides, ça peut arriver que des fois votre couche n'adhère pas et tout ça, mais juste à cause de vos mouvements qui sont beaucoup trop rapides. Ça peut arriver. Ensuite, le nozzle flow rate. Alors la buse,
Si jamais elle injecte beaucoup trop de plastique, vous pouvez avoir des bouloches, des déformations, ou l'extrudeur qui se met à claquer. Ça peut venir des fois d'une injection de trop de plastique. Même si vous ralentissez ou que vous accélérez, ça peut venir des fois de votre flux de filaments. Hein. Sur du PLA, des fois, il peut arriver que vous deviez descendre à 80% pour avoir quelque chose de propre qui ne claque pas. Et par exemple, si vous n'avez pas mis assez de rétractation, ça peut arriver que ça claque et vous deviez descendre même à 80% des fois. Sur certains filaments, vous pouvez monter des fois à 110 si vous voyez qu'il vous manque de l'extrusion. Et des fois, en faisant ce réglage-là, ça vous permet de peaufiner vos réglages après dans le logiciel. Hein, si jamais vous voyez que vous devez rajouter 10% ici, eh bien, vous modifiez ces 10% soit dans votre logiciel, soit votre extrudeur est mal calibré, soit votre buse peut être encombrée. Parce que des fois, si vous imprimez des filaments exotiques, genre du filament bois, il peut arriver qu'il reste des particules et que des fois, ça diminue le trou et au bout d'un moment, la buse n'extrude plus. Et ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé sur du filament métallique, hein, j'avais de la poudre métallique, mais c'est sur le dies. Et à force, la poudre s'était accumulée et ça faisait de moins en moins de flux. Mais c'était pas mes réglages, c'était juste la buse qui commençait à se boucher. Voilà. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à dire, hein. Vous avez le petit plus ici pour avoir à propos. Là, vous avez la version du firmware, hein, le 1.1.9 que je vous disais, LGT, donc pour la machine qu'on a actuellement. Et ça, c'est pour la carte, la LGT 031, normalement c'est la carte. Enfin, c'est l'écran. Vous avez ce firmware là qui est également, enfin le firmware de l'écran qui est ici, hein, 0.3. Donc ça, c'est le fichier que je vous disais. Ensuite, donc ça, c'est, vous voyez qu'ils ont mis à jour l'écran. Ensuite, vous pouvez voir le volume ici de l'impression. Tout ça, vous le modifiez dans le Marlin et ça le modifie normalement en temps réel sur l'écran. Vous voyez, là, alors, le temps d'impression 238 heures n'est pas bon, parce qu'en fait, c'est dans 238 heures, c'est le temps sur cet écran-là. Mais je me suis servi de l'autre écran avant, donc du coup, celui-là, ça fait 238 heures que je l'ai, par exemple, vous voyez. Mais l'autre écran, j'ai réinitialisé les firmes, enfin, il faudrait que je le branche pour voir combien il y a d'heures, mais comme je vous disais, j'en ai à peu près 800. Voilà. Donc ça, ouais, c'est le temps d'impression de cet écran-là.